Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi 26 janvier. Jérôme Kerviel est en garde à vue. Le trader mis en cause dans la fraude de la Société Générale est entendu dans les locaux de la brigade financière de Paris. Est-il le seul responsable de ce gouffre financier? Du côté de la direction de la banque, son président réfute toute dissimulation. Autre fraude, cette fois c'est la caisse d'allocation familiale qui a été la cible d'une escroquerie. Un homme de 41 ans s'est créé 11 identités et aurait ainsi détourné près de 300 000 € de prestations. Il a été incarcéré. L'Égypte laisse sa frontière ouverte à la population palestinienne. Des milliers d'habitants de Gaza affluent en vue de s'approvisionner. Le blocus imposé au Hamas est en train de voler en éclats. Dès lors, qu'en pensent Israël et les États-Unis? Qui a vu passer hier soir une lueur suspecte dans le ciel français? Certains parlent d'un disque lumineux, d'autres d'un avion en flammes. Finalement, il s'agirait d'une météorite. Celle-ci se serait écrasée dans le Cher. L'objet volant n'a toujours pas été retrouvé. Jo-Wilfried Tsonga se dit serein à quelques heures de sa finale à Melbourne face au Serbe Novak Djokovic. Le tennisman français affiche une vraie tranquillité. Dans son club, ses fans se préparent à vivre l'événement. Enfin du théâtre à la fin de ce journal et une rencontre entre deux comédiens. Cécile de France fait face sur scène à Eddie Mitchell. C'est le couple de la rentrée théâtrale. Ils seront avec nous tout à l'heure pour le temps des cerises. Merci à vous d'être avec nous. Il a su rester discret depuis le début de cette affaire. Pas d'interview, pas d'apparition. Et le voilà maintenant interrogé par les enquêteurs de la brigade financière. Jérôme Kerviel, ce jeune trader mis en cause dans la fraude qui a touché la Société Générale, est arrivé en début d'après-midi devant les locaux de la brigade financière à Paris. Et quelques minutes plus tard, on apprenait qu'il avait été placé en garde à vue. Le point ce soir avec Sylvain Lepetit et Vincent Kellner. L'homme reste toujours invisible des médias, mais pas des policiers. Dans ce véhicule, Jérôme Kerviel s'apprête à vivre ses premières heures de garde à vue à la brigade financière. Il n'a jamais été en cavale. Le trader a donné rendez-vous ce matin aux enquêteurs dans un lieu tenu secret. Ils n'ont eu qu'à aller le chercher. Face aux policiers, il se montre coopératif, ni abattu, ni déprimé. Il répond aux questions et aide les experts à inspecter son matériel informatique saisi hier à son domicile. Un fraudeur solitaire, unique responsable. Une version peu satisfaisante pour la brigade financière. Elle cherche d'éventuels complices et voudrait savoir pourquoi la banque a mis si longtemps à porter plainte, 5 jours après la découverte des faits. Autre question, pourquoi dans la même période y a-t-il eu autant de mouvements sur l'action Société Générale, 2 fois plus que d'habitude? Agitation normale en période de krach boursier ou délit d'initié? Les policiers ont encore une quarantaine d'heures de garde à vue pour interroger Jérôme Kerviel. Comment en est-on arrivé à une telle catastrophe financière? La question à 5 milliards d'euros mérite bien sûr quelques réponses claires. Et il n'y a pas que les enquêteurs qui se la posent. En tout cas, le patron de la Société Générale, Daniel Bouton, a rejeté aujourd'hui toute manipulation et cible toujours comme unique responsable le jeune trader. L'affaire qui a pris une dimension politique, le président de la République qui a terminé ce soir son déplacement en Inde n'a pas hésité à dénoncer un système financier qui, je cite, marche sur la tête. Dans son entourage aujourd'hui, on estime que cette affaire ne peut pas rester sans responsable. En Inde, il y avait donc au programme cette affaire, mais également les discussions autour du nucléaire civil et une visite au Taj Mahal. Reportage Alexandre Cara, Stéphane Guillemot. Seul au Taj Mahal. C'est l'information que les chaînes indiennes de télévision retiendront du dernier jour de la visite de Nicolas Sarkozy. Des médias déçus par l'absence de Carla Bruni. Pour cette visite privée, dans ce monument considéré comme le plus romantique du pays, les journalistes indiens ont dû se contenter de ces images du président et de sa délégation. Aujourd'hui, à New Delhi, c'était jour de fête, comme un 14 juillet à l'indienne dont Nicolas Sarkozy était l'invité d'honneur. Un défilé pour montrer au président français l'Inde aux 2 visages, traditionnel, presque folklorique, mais aussi un pays qui, fort de son 1,1 milliard d'habitants, veut affirmer son statut de grande puissance, affichant fièrement son arsenal nucléaire. Une reconnaissance que veut accompagner la France. Dans une offensive de charme diplomatique, Nicolas Sarkozy réaffirme son soutien aux géants indiens, que ce soit pour rejoindre le club du G8 ou décrocher un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Devant les Français expatriés, le ton change. Sans évoquer directement l'affaire de la Société Générale, Nicolas Sarkozy dénonce les dérapages de la spéculation financière. Ce n'est pas d'aller spéculer sur différentes activités qui font des flux énormes, des profits en quelques heures. Seulement, si on peut faire des profits en quelques heures, on peut faire des pertes gigantesques en quelques heures aussi. Et il serait temps de se rendre compte, de mettre un peu de sagesse
dans tous ces systèmes. La crise du crédit et des marchés boursiers sera à l'agenda de Nicolas Sarkozy dès la semaine prochaine. Il devrait se rendre à Londres pour rencontrer Gordon Brown, le Premier ministre britannique, et Angela Merkel, la chancelière allemande, pour leur soumettre un certain nombre de propositions destinées à moraliser le capitalisme financier. En France, en Gironde, à Biganos, un homme s'interroge encore aujourd'hui. Pourquoi, dans la nuit du 5 au 6 décembre, les services du SAMU n'ont pas voulu entendre son appel? Sa femme, prise de violentes douleurs au dos, réclamait des soins. Il a à plusieurs reprises composé le 15, mais personne ne l'a pris au sérieux. Or, quelques heures plus tard, elle décédait. Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Aujourd'hui, Alain Lacoste en est sûr. Pour lui, le SAMU est responsable du décès de sa femme. Le 5 décembre dernier, Francine, 60 ans, souffre de fortes douleurs au dos. Elle fait un malaise. Premier appel au centre 15 de Bordeaux. La réponse du médecin est pour le moins troublante. Il m'a dit qu'il ne se dérangerait pas et que c'était la faute de mon médecin. Il avait qu'à mieux la soigner. Voilà. Donc je me suis mis un peu en colère. Et puis j'étais quand même assez paniqué parce que je voyais quand même qu'elle souffrait. Quelques minutes après, son fils rappelle le SAMU. Le médecin veut parler directement à la patiente. Je lui passe, elle lui explique ce qu'elle avait, mal au dos. Il lui dit, écoutez, vous n'avez qu'à doubler les doses de vos médicaments. Et ensuite, il lui dit, puis si nous on ne se déplace pas, c'est la faute du gouvernement. Il dit ça à ma mère. Alors là, ma mère nous le dit, je lui dis, repasse-me-le au téléphone. Elle me le repasse, il m'a raccroché au nez, direct. Un sapeur-pompier volontaire ami de la famille a téléphoné à son tour. Même lui a eu du mal à faire venir les secours. Après plus de 2 heures d'attente, une ambulance privée a enfin emmené la patiente à l'hôpital d'Arcachon. Elle y est décédée vraisemblablement d'une pathologie de l'aorte. La direction du centre 15 veut maintenant comprendre. Dans toutes les affaires qui arrivent au SAMU, il y a une traçabilité totale. Les personnes qui téléphonent le savent, il y a un petit message qui leur dit l'information, la conversation va être enregistrée. Donc tous les contenus des propos sont enregistrés, toutes les décisions font l'objet d'un rapport détaillé. Tout ça va être remis entre les mains de la justice. Le médecin régulateur de permanence, le soir du décès de la patiente, a été identifié. La famille a porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Une nouvelle fraude à la caisse d'allocation familiale, une fraude qui ressemble étrangement aux précédentes. Un homme qui se dit SDF, qui touche le RMI et qui multiplie les identités. Tout cela a duré 6 ans. Le préjudice financier serait de 300 000 €, mais tout cela semble terminé. L'homme soupçonné a été incarcéré à Limoges. Anne-Guy Épée et Alain Darigrand. Voici l'homme aux multiples identités. Cet escroc très habile aurait détourné environ 300 000 € au détriment de plusieurs caisses d'allocation familiale. Avec toujours le même procédé pendant 6 ans. C'est une personne qui s'invente une identité en confectionnant au départ un faux acte de naissance, qui à partir de cet acte de naissance obtient une carte nationale d'identité, puis qui ouvre un compte bancaire, qui se fait domicilier dans un centre social. Ces fausses identités, pas moins d'une dizaine, lui ont permis de toucher le RMI dans plusieurs départements. Un contrôle de la caisse d'allocation familiale de Limoges a permis de révéler la fraude, une affaire qu'elle présente comme un cas isolé. La fraude qui a été donc identifiée, bien évidemment, représente à peu près 0,18% donc du montant total des prestations. C'est donc un phénomène qui reste donc marginal. La CAF et le Conseil général vont porter plainte. Ce sont aujourd'hui les départements qui financent le revenu minimum d'insertion. Si la personne est solvable, eh bien nous demanderons le remboursement des sommes qui ont été perçues de façon indue, si les choses sont avérées. L'escroc, un père de famille de 41 ans qui a été incarcéré, risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Aux États-Unis, on vote une nouvelle fois depuis quelques heures pour choisir le candidat qui portera les couleurs du Parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre prochain. Cette fois, c'est au tour de la Caroline du Sud, un État où 30% de la population est noire. Alors est-ce un avantage pour Barack Obama? Les sondages le pensent. En tout cas, sur place, Alain Chalvron et Aaron Diamond. Ils en perdraient leur latin, les pasteurs noirs de Caroline du Sud. Hillary ou Barack, qui choisir entre ces deux paroissiens? Les Noirs ne se sont jamais retrouvés dans une situation comme celle-là, où ils ont le choix entre le bien et le bien. À vrai dire, dans ces quartiers déshérités de Columbia, la capitale de l'État, on semble avoir choisi entre la perle blanche et la perle noire. Il faut dire qu'ici, c'est ce qu'on appelle le couloir de la honte. Chômage, pauvreté, drogue.
On ne s'est jamais remis de la crise du textile, la grande richesse d'autrefois. Alors, entre hot dog et poulet frit, l'espoir c'est... Mais tout le monde est pour Obama? Qu'est-ce qui vous plaît tant en lui? On a bien suivi tous les débats. Hillary serait aussi un bon choix, elle est dans le moule présidentiel. Mais c'est le moment de changer. On veut quelqu'un qui fasse vraiment quelque chose pour les gens. Le salon chez Daniel, c'est le rendez-vous de ces dames du couloir de la honte, les plus à plaindre, tiraillées entre solidarité féminine avec Hillary et identité noire. Mais en fait, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus tiraillé. Pour une fois qu'on peut avoir un noir à la présidence, pourquoi s'en priver? Je suis réserviste et je suis contre la guerre. Et Hillary, elle n'était pas contre. Elle dit maintenant qu'elle était contre, mais elle a voté pour. Beaucoup de gens sont tentés de voter Hillary à cause du nom Clinton. Et pour une raison que j'ignore, ils pensent encore qu'en votant Hillary, ils auront Bill. Bill Clinton, sa popularité est telle chez les Noirs qu'il y a un mois encore, les Afro-Américains semblaient pencher en grande majorité pour Hillary. Mais voilà, tout a changé. Quand Obama a gagné l'Iowa et que les sondages ont commencé à être très positifs pour lui, la population noire a commencé à se dire « Mais voilà l'occasion d'avoir un des nôtres à la présidence ». Et ils ont alors changé leur intention de vote d'Hillary vers Barack. Même les chanteurs de blues s'y mettent et dédient leurs chansons à Barack Obama. Et on retrouve notre correspondant Alain Chalvron à Columbia, en Caroline du Sud. Bonsoir Alain, c'est devenu une habitude, nous sommes samedi. Bonsoir. Et c'est jour de vote pour ces primaires. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Barack Obama qui a plus à perdre qu'Hillary Clinton? Ah oui, certainement. Pour Barack Obama, c'est même quasiment un kit ou double. Pour le moment, c'est 2 victoires à 1 pour Hillary. S'il perd ici en Caroline du Sud, il aura beaucoup de mal à poursuivre sa campagne, si tant est même qu'une victoire puisse le relancer. En tout cas, pour le moment, les sondages sont très favorables. Pour lui, il a une douzaine de points d'avance. Mais d'une part, on se méfie un peu des sondages depuis le New Hampshire. Et d'autre part, il y a ces derniers jours une tendance à la baisse, non pas tant au profit d'Hillary qu'au profit du troisième homme, John Edwards, qui est natif de l'État. Un peu comme si les électeurs étaient effrayés par le tour pris dans la campagne ces derniers temps, avec notamment un débat télévisé qui a tourné au pugilat lundi. Et puis les deux candidats ont poursuivi par spot télévisé interposé cette Hillary qui accusait Barack Obama d'être un fan de Ronald Reagan. Et c'est Barack Obama qui réplique en disant, je cite, qu'Hillary dit n'importe quoi. Avouez qu'il y a de quoi effrayer l'électeur démocrate moyen. Merci Alain. À demain. Autre sujet qui intéresse certainement aujourd'hui l'administration Bush. Des milliers de Palestiniens de Gaza soumis au blocus d'Israël ont une nouvelle fois franchi la frontière avec l'Égypte ce matin. Cette chute du mur, entre guillemets, met un coup d'arrêt à l'asphyxie du Hamas souhaité par Israël, mais également par les Américains. L'Égypte se retrouve finalement au cœur d'un dilemme. Comment réagir face à cette situation? Charles Anderlin, Talal Abourameh. Depuis 48 heures, les Égyptiens tentent en vain de fermer leurs frontières avec Gaza. Mais le Hamas ouvre de nouveaux passages dans la barrière et la foule est trop nombreuse. Aujourd'hui, des centaines de véhicules sont passés dans les deux sens. Les Gazaouis achètent tout ce qu'ils trouvent. Des bestiaux, des produits de première nécessité, du carburant. La zone frontalière est devenue un gigantesque souk. Car dans la ville égyptienne de Rafah, de nombreux magasins sont fermés. Des officiers égyptiens ont obligé les commerçants à fermer. Ils ont placé des barrages partout. Je suis de Gaza et je vais rester ici, quoi qu'il arrive. Sporadiquement, les Palestiniens affrontent les militaires égyptiens, dont 36 ont été blessés, ainsi que plusieurs Gazaouis. Le Hamas promet de maintenir la frontière ouverte jusqu'à la conclusion d'un accord avec les autorités égyptiennes qui, jusqu'à présent, ne veulent pas en entendre parler. Et puis, Israël et les États-Unis s'y opposent et demandent au président Moubarak d'adopter des mesures encore plus énergiques.
On revient en France avec cet appel judiciaire qui suscite de nombreux commentaires. Total a donc décidé de faire appel de sa condamnation dans le naufrage de l'Erika, un jugement que la compagnie pétrolière qualifie d'injustifié. Cependant, elle se dit tout de même prête à indemniser les victimes, seulement à une condition, qu'elle renonce à un nouveau procès. Alors qu'en pensent les parties civiles? Faut-il accepter l'offre de Total? Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Les marais salants de Guérande. Au prix d'un travail colossal, les paludiers les ont protégés du pétrole de l'Erika. La justice leur a accordé près de 400 000 € d'indemnité. Mais la joie a été de courte durée. Pour leur image de marque, ça aurait été plutôt favorable qu'ils ne fassent pas appel, quoi. Mais bon, ils ont fait un autre choix. Et pour vous, c'est stratégique toujours, et c'est ça qui est agaçant, quoi. Et pour vous, le combat continue? Ah bah je pense, oui. Oui. Car Total a jeté le trouble en proposant l'indemnisation des victimes en échange de leur retrait de la procédure. Chantage, machiavélisme, les condamnations sont unanimes. C'est vrai qu'on achète un peu le silence des victimes et on joue les grands seigneurs en donnant quelques subsides qui ne représentent rien pour Total en termes financiers, donc on peut se permettre. Mais ce n'est pas un don de Total, c'est un dû. Mais le spectre de la division fait son apparition. Toutes les parties civiles ne vont peut-être pas prendre le risque d'un échec en appel. L'idéal, ce serait d'avoir une réponse commune entre toutes les parties civiles. J'espère que ce sera le cas. Et enfin, pour ma part, j'espère qu'on ne lâchera pas la procédure et qu'on ne cédera pas au chantage. La Côte Sauvage avait été durement touchée par le pétrole de l'Erika. La population n'a pas oublié ces images et pour elle, cet appel est un nouveau calcul de Total pour fuir ses responsabilités. Ils défendent leur bout de gras, quoi. Mais ouais, je pense que c'est choquant, ouais. Parce qu'ils ont quand même fait du mal dans la région, quoi. Une nouvelle péripétie qui, en tout cas, n'améliorera pas l'image de Total dans la région. En politique, Ségolène Royal applique, on va dire, la technique des petits pas. Lors de chacune de ses apparitions médiatiques, elle sème par petites phrases ses ambitions pour le poste de premier secrétaire du PS, mais également, elle prend date pour les prochaines élections présidentielles de 2012. C'est ce qu'elle laissera entendre demain sur le plateau de Vivement Dimanche, où elle sera l'invitée de Michel Drucker. Voici un extrait de leur entretien. Si je sens, je l'entends beaucoup et de plus en plus autour de moi, si je sens que la gauche, pour se relever, pour avancer, pour progresser, pour être en phase avec son temps et pour faire lever une nouvelle génération, a besoin d'un leader, et si je sens que je peux être celle-là, eh bien oui, je prendrai mes responsabilités. Vivement Dimanche avec Ségolène Royal, c'est donc à suivre demain sur France 2 après le journal de 13h. Direction maintenant le Forum économique de Davos en Suisse. Derrière les colloques se déroulent en coulisses des discussions informelles, des rencontres impromptues entre hommes d'affaires et dirigeants politiques. De quoi parle-t-on? À quoi ressemble une journée au cœur de la mondialisation? Reportage Jean-Paul Chapelle, José Boulestex. Pour ce jeune patron, pas de doute, ce qui compte à Davos, ce sont surtout les coulisses. Il a créé sa société de blogs vidéo sur Internet et il a à portée de main les stars du secteur, comme ici le très jeune fondateur de Facebook. Et ce qui est extraordinaire à Davos, c'est que tout le monde est là sans l'entourage. On n'avait que les chefs, que les fondateurs, que les patrons. Bill Gates était là tout à l'heure, il n'y a pas de garde du corps parce qu'on est tous à la sécurité. Ghosn, par exemple, derrière. Voilà, il y a Carlos Ghosn par exemple derrière. Bonjour. Bonjour. Et voilà le patron de Renault. Une rencontre totalement fortuite et pour notre jeune PDG, une nouvelle opportunité. Comment je peux faire pour avoir vos marques? Bah écoutez, ça commence déjà ça, parce que déjà vous dites finalement, moi je sais faire ça, je sais le faire dans de bonnes conditions. Dans les coulisses de Davos, on n'a pas seulement les dernières tendances du marché, on côtoie en prime les politiques. Tony Blair ne parle pas aux caméras. Là encore, ce sont des rencontres discrètes. Ici, la ministre française de l'économie avec le chanteur Bono. Elle enchaîne ensuite les rendez-vous avec les patrons du monde entier. À 10h du matin, j'ai déjà eu 4 rendez-vous ce matin avec des responsables de groupes industriels qui sont investis en France ou qui prévoient d'investir en France. Et là encore, nouvelle surprise. Sans protocole, notre ministre croise le chemin de l'ex-présidente de la République d'Irlande. À Davos, les décideurs sont ici chez eux, dans leur village, celui de la mondialisation. Et à Davos, l'une des questions au cœur des débats, c'est celle de la récession économique dans le contexte de la crise américaine. On pourrait craindre que celle-ci s'étende, et notamment à l'Europe. Alors qu'en pense le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet? Voici sa réponse, propos recueillis aujourd'hui par Arlette Chabot. Pour ce qui concerne l'Europe, au moment où je parle,
Je dirais que nous avons une croissance qui est non négligeable et, je l'ai dit publiquement, ça correspond à ce que disent l'ensemble des institutions internationales. Nous ne sommes pas très originaux en disant que nous continuons d'être en croissance. Et ceci a été dit d'ailleurs aussi par l'ensemble des institutions européennes, y compris les exécutifs, les gouvernements européens. Mais par ailleurs, il y a des risques qui dépendent en effet de ce qui est observé sur le plan international. Il faut avoir confiance, parce que la confiance c'est un ingrédient très important, mais en même temps, bien entendu, il faut être réaliste, il faut être pratique, il faut être pragmatique. Retour en France hier soir, ils ont cru d'abord à un avion en flammes, d'autres parlent d'un disque lumineux. De nombreux témoignages, en tout cas, font état de la chute d'un étrange objet venu du ciel. Finalement, il s'agirait d'une météorite. Elle serait tombée près de Bourges, dans le Cher. Mais voilà, elle est pour l'instant toujours introuvable. Abdel Mostefa. Un champ gelé dans le Cher. Mettez le long et ensuite vous progresserez dans le sens des sillons. Et en pleine recherche, de drôles de chasseurs. Ce matin, on était parti pour chercher le gibier, mais là, on va faire la chasse à la météorite. Ça change, c'était pas prévu, mais enfin bon, pourquoi pas. Hein. C'est une belle petite battue. Hein. Avant cette battue, certains ont cru avoir la berlue hier soir, dans tout un quart sud-est du territoire. J'ai vu une boule de feu, que j'ai vue 3-4 secondes simplement, mais impressionnante, de la dimension d'un soleil couchant à 1,5 fois le volume de la Lune. Très ronde et orange, très couleur feu. 3-4 secondes, c'est court, et les témoins qui voient passer la boule de feu au-dessus de Carpentras, de Gap ou de Lyon se demandent s'il ne s'agit pas d'un avion. À terre, c'est le branle-bas de combat chez les pompiers, assaillis de coups de téléphone. On était sur une recherche d'aéronefs, donc qui dit recherche d'aéronefs dit appareil en feu, donc on ne trouvait rien, pas de témoins qui nous signalaient quoi que ce soit. Et qui dit témoignage simultané à des centaines de kilomètres de distance dit que ça ne peut pas coller, foi d'officier de la base aérienne régionale. Nous avons eu des présomptions car les 3 événements qui ont été reportés hier dans le quart sud-est ont eu lieu au même moment. Donc ce qui est quand même très rare au niveau aéronautique que 3 avions tombent en même temps. Donc nous avons pensé à ce moment-là que ça pouvait être une météorite. La météorite aurait apparemment fini sa course dans la région centre, pile poil. D'où ce matin ces chasseurs à la recherche d'un trou toujours pas trouvé du côté de la commune de Trouy. Venise est à l'heure du carnaval, mais aussi des doutes. Les jours de l'une des villes les plus romantiques sont-ils comptés? On ne compte plus les inondations de la place Saint-Marc et les experts réfléchissent toujours aux solutions qui pourraient permettre à la ville d'oublier cette menace. Alors, où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les idées avancées? C'est le grand format de ce soir. Il est signé Philippe Visserias et Karine Guillaume. Loin du Grand Canal et de ses palais somptueux, c'est un quartier populaire de Venise. Ici vivent les derniers irréductibles. Contrairement aux directives de la mairie, ils continuent à habiter les appartements situés au ras de l'eau, exposés aux inondations. Il suffit de 4 ou 5 averses et d'une marée un peu forte et on est envahi. Partout ailleurs dans la ville, à cause de la hausse du niveau de la mer Adriatique, les rez-de-chaussée des immeubles ont été progressivement abandonnés ou transformés en magasins. Mais ici, on reste, contre vents et marées, comme la signora Marisa, 40 ans qu'elle habite là. Chez elle, tous les meubles sont surélevés. Si elle entre, l'eau peut tout abîmer. Alors j'ai installé ma chambre à l'étage. Les bottes à portée de main. Je suis là, je mets mes bottes et j'attends que l'eau arrive. Venise sait que la mer dont elle tire sa richesse peut aussi causer sa perte. Des marées de plus en plus hautes, de plus en plus fréquentes. Personne ici n'a oublié ce 4 novembre 1966 où l'Adriatique s'est élevé de 2 mètres au-dessus de son niveau habituel. Place Saint-Marc, on pouvait même circuler en bateau. Depuis, les inondations se succèdent, plusieurs fois par an. Certes, la vie continue, mais les Vénitiens se sentent désarmés face à cette eau salée qui s'infiltre partout. Comme ce bijoutier, dont cette barrière d'aluminium est l'unique défense. Tout ça a un coût économique important. À chaque inondation, il faut tout nettoyer. Pourtant, au cours des siècles, Venise a toujours dû faire face à la montée des eaux, comme l'explique cet architecte, place Saint-Marc. En 1885, on a relevé le sol de 15 cm sur toute la place, et pour la dernière fois. Venise s'est toujours protégée de cette façon, mais arrive un moment, on ne peut plus relever le sol indéfiniment. La sauvegarde de Venise se joue au large, à l'entrée de la lagune. Ici a démarré le chantier du siècle. 4 milliards d'euros investis par l'État italien
pour construire une digue mobile capable de se relever et de fermer l'entrée de la lagune lors des grandes marées, soit 4 à 5 fois par an. Ces digues seront capables de défendre Venise à court et à long terme, en tenant compte des prévisions les plus pessimistes de relèvement du niveau de la mer que nous donne la communauté scientifique internationale. Le chantier sera terminé en 2012. Venise devrait alors être protégée pour les 100 prochaines années. La page sport de ce samedi, les parents de Joe Wilfried Tsonga ont pris la direction de Melbourne afin d'être dans les tribunes de ce grand rendez-vous, la finale de l'Open d'Australie. Le tennisman français se dit serein, il ne lit toujours pas la presse afin de rester concentré sur les matchs jour après jour. En revanche, dans son village de la Sarthe, tout le monde se prépare à suivre l'événement. Reportage Julien Benedetto et Mathieu Nivenglowski. Avant la gloire et les matchs d'anthologie, il y a eu Savigny-l'Évêque, 4000 habitants dans la campagne du Mans. Le grand Joe est viscéralement attaché à son village d'enfance. Ici, les spécialistes de la balle jaune ne courent pas les rues, mais l'exploit de Tsonga a tout changé, enfin, presque. Joe Wilfried, vous en pensez quoi? Tsonga, le joueur de tennis. Ah oui, bah c'est super, hein. Vous êtes au courant de son parcours? Ah bah oui. C'est très bien pour Savigny-l'Évêque, c'est vrai que ça va faire de la publicité pour Savigny-l'Évêque. Difficile à imaginer, mais demain il y aura foule dans ce bar pour voir à la télé l'incroyable finale. On connaît bien Joe Wilfried, garçon poli et discret, pas obnubilé par le tennis. Tous les ans, avec son papa, ils viennent acheter leur carte de pêche parce que je pense qu'il est fanatique aussi de pêche dans ces moments de loisirs. Joe et sa canne à pêche, Joe et son inséparable chat dans la maison familiale à l'âge de 15 ans. Tsonga aime les plaisirs simples, rêvait d'être footballeur, mais un beau jour il eut un éclair de lucidité. Je joue au foot avant de jouer au tennis. Et donc au foot on gagne rien. Et au tennis on gagne toujours quelque chose. Donc je me suis dit bon on va se donner à fond dans le tennis. Voilà, 2 mètres dans le terrain, encore Adrien. École de tennis de Coulennes, premier club du champion. Simple cours de tennis ce matin, cours des miracles il y a 12 ans. À l'époque, le prof voit débarquer un jeune colosse, très ambitieux. Un garçon attachant, mais déjà très motivé, sûr de lui, donc voilà, donc avec déjà des qualités assez exceptionnelles. Encore une victoire demain et les 400 adhérents pourront se vanter de jouer dans le même club qu'un vainqueur de Grand Chelem. Et puis sachez que c'est la Russe Maria Sharapova qui a remporté le tournoi féminin. Il s'agit de sa 3e victoire en Grand Chelem. En double, les Français Clément et Liodra se sont inclinés, eux, en finale. Finale perdue face à une paire israélienne. Du handball, la France n'ira pas en finale de l'Euro 2008. L'équipe de France masculine, championne d'Europe en titre, a dû s'incliner 24-23 aujourd'hui en Norvège face à la Croatie, championne olympique en titre tout de même. Les Français qui sont qualifiés pour le prochain championnat du monde. Parlons théâtre, c'est le couple de ce début d'année. Cécile de France et Eddie Mitchell seront devant leur public dans quelques jours sur la scène du Théâtre de la Madeleine à Paris. Ils joueront Le Temps des Cerises, une pièce écrite par Nils Astrup et mise en scène par Stéphane Hillel. Avant de les retrouver tous les deux dans un instant, l'atmosphère de la pièce avec Isabelle Bechler et Chloé Lecomte. C'est un débutant de poids au théâtre qui campe Julien, le peintre en panne d'inspiration. Un très beau personnage grincheux, écrit par Nils Astrup. Alors Cécile. Quel plaisir vous éprouvez à me terroriser. Vous terrorisez? Moi je vous terrorise parce que je vous demande pourquoi vous ne faites pas ce que vous vouliez faire et je vous terrorise. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, Jim? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous attendez quoi de moi? La révélation finale? Oui, j'ai arrêté de boire, carrément. Mais vous n'avez jamais arrêté de peindre. Vous êtes en manque. Vous êtes comme une petite junkie qui vient voler sa dose chez un vieux con qui, d'après vous, en a plein les mains. Pourquoi avez-vous arrêté? Et vous? Pourquoi vous avez arrêté de vivre? Toujours facétieux, le rocker joue les débutants avec délectation. Si tu nous donnais des indications de jeu. Ouais, parce que... J'en ai pas donné depuis le début, je vois pas pourquoi je commence à... Non, par exemple, je sais pas moi... Ouais. Je sais pas comment tu jouerais, toi. Débutant, vous avez raison, au théâtre. Il sait déjà ce que c'est que de jouer la comédie. Il sait aussi ce que c'est que la scène. Mais c'est vrai que le théâtre, je voyais quand même au fond de l'œil que l'angoisse montait, voyant la masse de travail que ça imposait.
Et si je vous coupais les pointes? Ah, pas les pointes, c'est tout ce qui me reste. Ah, c'est dommage, ça renforcerait vos cheveux. Oh, pourquoi vous les renforcez? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous me les arrachez, là. Oh, arrêtez, vous n'êtes pas plus douillet aujourd'hui que lorsque vous étiez un petit garçon qui se faisait dégrader la nuque sur la planche en bois du coiffeur. Alors, comment me trouvez-vous? Un vieux schizo bien champouiné. J'ai mis le programme sur Essorage des illusions et je laisse tourner. Faut que ça vous échappe. Julien, moins désabusé, va trouver une certaine rédemption dans sa relation avec Jane. Elle trouve un père et un mentor, avec au passage toutes les frictions et toutes les tendresses dont le théâtre se régale. Un dernier petit doute pour la route? Une rencontre explosive entre un peintre désabusé et une jeune étudiante pleine de vie et d'espoir. Ils sont sur la scène du Théâtre de la Madeleine bientôt. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors première question, comment allez-vous quand vous vous voyez comme ça sur scène? Vous êtes un peu effrayé ou serein? Je sais pas. Un peu les deux. Un peu les deux? Même les deux, oui. Même les deux. Vous vous connaissiez tous les deux avant ce projet? Non. Bah non. C'est une grande rencontre. Alors Eddie Mitchell, qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir le pas, de vous retrouver sur cette scène, ce nouveau pari? Ce qui m'a convaincu, c'est bon, la lecture de cette pièce de Niels, que j'ai trouvé formidable. Et puis ce qui m'a vraiment convaincu, c'est l'accord pour être ma partenaire de Cécile de France, bien sûr. Alors Cécile de France, on dit que vous avez deux énergies. Il va falloir les faire compléter sur scène, ces deux énergies. La vôtre et celle d'Eddie Mitchell. Celle d'Eddie Mitchell et la vôtre. Ah ben on est ensemble. Hein. D'ailleurs, on est vraiment ensemble tout le temps sur scène. Oui. Et puis dans la vie, du coup, on se serre bien les coudes. Parce qu'on va y aller ensemble, quoi. Ouais. Eddie Mitchell, est-ce qu'il y a une différence entre être sur scène pour jouer de la musique et être sur scène au théâtre? Il y a quelque chose qui vous perturbe dans ça ou au contraire vous trouvez des repères communs? Non, c'est vraiment deux disciplines totalement différentes. Je veux dire. Un chanteur, est le patron, un acteur est un employé, c'est un objet, on va dire, mais un bel objet, et puis au service d'une belle chose, mais sinon c'est vraiment des choses totalement différentes. Cécile de France, qu'est-ce qui ressort de cette histoire? C'est à la fois une histoire entre guillemets d'amour, une confrontation, un peu de tout cela? Oui, c'est deux êtres qui vont se rencontrer très fort, qui vont se bouleverser l'un l'autre. Et ils viennent. Moi, je suis pas là par hasard. Je suis au départ, voilà, c'est une petite aide ménagère qui débarque chez lui, dans l'antre du vieil ours mal léché. C'est un être très bizarre, un peu fou, carrément fou d'ailleurs, et assez méchant. Et moi, je débarque là-dedans et je viens chercher quelque chose. Et tout ça a rapport avec la peinture, parce que c'est un grand peintre. Et moi, en fait, je n'ai pas accompli tout le parcours que j'aurais dû vivre vis-à-vis de la peinture. Et lui, il va m'emmener, il va me prendre par la main, et il va m'emmener comme ça au bout de moi-même pour boucler la boucle. Alors justement, est-ce que, soyez sincères, est-ce qu'Eddie Mitchell est aussi bougon que son personnage? On dit qu'il est souvent bougon. Lâchez-vous. Alors pas du tout, franchement pas du tout, non, sincèrement. Et vraiment, là où tout est l'art du comédien et d'Eddie, c'est d'interpréter ce personnage qui n'est pas du tout sympathique a priori. Eddie est même trop sympathique des fois pour ce personnage. Hein. Ouais. Et donc je lui dis, sois méchant, vas-y, et il le fait finalement, voilà. Et non, mais il faut dire que Cécile est comme moi, elle est de très très mauvaise foi. De très mauvaise foi. Alors juste une dernière question, Eddie Mitchell, on sait que vous adorez bien évidemment le cinéma et les westerns en particulier. Est-ce que Cécile de France aurait été une belle héroïne de film de John Ford? Ah, intéressant. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, vous savez, je préférerais Walsh, parce que Walsh, on ne va pas rentrer dans un... Walsh traitait mieux les femmes quand même. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Bon courage pour ces derniers jours de répétition. Je crois que vous sortez d'une répétition, là, il y a quelques instants. Le Temps des Cerises qui débutera mardi au Théâtre de la Madeleine. Une pièce signée Niels Arestrup. Merci beaucoup. Du théâtre, justement, ce soir sur France 2. Nous vous proposons après ce journal une représentation enregistrée il y a quelques semaines au Théâtre des Variétés à Paris. La Dame de chez Maxime, un vaudeville de Georges Feydeau, mise en scène par Francis Perrin. Et puis ces images tournées cet après-midi sur la plage de Carnon, dans l'Hérault.
où le temps était plus que beau aujourd'hui. Il faisait 18 degrés, c'est 5 à 7 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et certains n'ont pas hésité à se baigner. Aujourd'hui, l'eau était tout de même à 14 degrés. Pour ceux qui habitent dans la région, si vous avez raté la baignade, vous avez encore demain pour en profiter. Météo France annonce 20 degrés. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations, la garde à vue de Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale, à qui l'on impute la responsabilité d'une perte de 5 milliards d'euros. Il est entendu par la brigade financière de Paris, une garde à vue qui pourrait durer 48 heures. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, 20h50 du théâtre, donc avec la dame de chez Maxime. Demain matin, 7h, thé au café. Catherine Sellac reçoit Jean-Louis Debray. Je vous retrouve demain pour l'information. L'invité politique de dimanche, 13h, sera Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr. Votre soirée sur France 2. Ce n'est pas ta femme, alors qu'est-ce que c'est? Quand la dame de chez Maxime rencontre un monsieur comme Francis Perrin, ça donne une représentation exceptionnelle au Théâtre des Variétés, rien que pour vos yeux. Puis Laurent Ruquier reçoit Michel Bernier, Fabrice Lucchini, Jean Lassalle, Laurent Fabius, François-Xavier de Maison et Sophie Duez. La dame de chez Maxime et on n'est pas couché, bonne soirée sur France 2. Et n'oubliez pas, dès lundi à 18h15, découvrez le feuilleton quotidien.